Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Donc à savoir tout ce qu'il y a eu entre le 14 et le 20 mai 2018. J'avais prévu de vous faire la vidéo compte rendu de mes entretiens avant cette vidéo. Le problème c'est que je l'ai tourné deux fois. La première fois j'ai oublié le son et la deuxième fois c'est une catastrophe. Donc je vais la retourner une troisième fois. Enfin bref, je rappelle une fois de plus que tous les mangas que vous allez voir aujourd'hui sont prêtés par la librairie Bulle de Papier en centre-ville de Brive-la-Gaillarde. Encore une fois, un grand merci à eux. Je suis plutôt content des sorties de cette semaine. On va y venir, c'est parti. On commence les nouveautés avec le tome 1 de Black Clover. Je sais, c'est une série que beaucoup de personnes connaissent. C'est... comment dire, je vais pas vous la représenter. C'est juste que c'est le premier tome, enfin le premier épisode qui sort de la série Rediscover, lancée par Kazé. Donc la série Rediscover, c'est des tomes 1 de plusieurs œuvres majeures de l'éditeur, dont la jaquette va être revisitée par un dessinateur de bande dessinée française. Il y aura uniquement le tome 1 par contre, mais pour le tome 1 de Black Clover, c'est Patrick Sobral qui s'y colle. C'est donc le dessinateur des Légendaires, donc c'est une bande dessinée hyper connue quand même. Allez, passons maintenant aux véritables nouveautés de la semaine et on commence avec la sortie chez Kikoku du tome 1 de Devil Inside. C'est un manga vraiment dark. J'ai beaucoup aimé personnellement. On va donc suivre les aventures de ce jeune homme qui est un ado jeune et talentueux, qui vit dans une famille plutôt riche, mais dont la particularité est assez bizarre. En fait, tous les hommes de cette famille ont une sorte de démon qui vit en eux et qui leur donne à chacun un pouvoir un petit peu différent. Donc le pouvoir de notre héros, c'est que quand il voit quelqu'un, il peut lui transmettre des visions de mort, des hallucinations visuelles qui font péter des câbles à sa victime en fait. Ce qui en fait un véritable monstre. C'est le plus cruel de tous. Disons que quand il était plus petit, il avait vraiment du mal à contrôler son aspect monstrueux, mais avec le temps, en grandissant et en ayant rencontré une jeune femme, il va arriver à se canaliser. Cependant, cette jeune femme va être amenée à commettre un crime. Je vous dis pas comment ça se passe, bref, c'est un détail. Et lui, comme il l'aime et qu'il souhaite absolument la protéger, il va commettre des crimes encore plus gros pour que le sien passe sous silence en fait. Donc il va complètement libérer le monstre qu'il est en lui pour pouvoir sauver sa bien-aimée. J'ai passé un bon moment de lecture. Au niveau du dessin, c'est ni mauvais ni véritablement excellent, c'est largement dans la moyenne de ce qui se fait. Pour être honnête avec vous, c'est un scénario qui est vraiment lugubre, enfin c'est vraiment sombre. Et le dessin, quant à lui, en fait, il est plutôt lumineux. Quand je dis lumineux, c'est que c'est pas du noir à outrance. Il y a forcément des passages où, voilà, comme ici par exemple, où il y a beaucoup de trames noires. Mais sinon, dans la majorité des cas, ça reste quand même, grosso modo, pas super sombre. Du coup c'est assez en décalage on va dire avec l'histoire, mais ça colle plutôt bien du coup avec la double personnalité du héros. Vous avez peut-être trouvé que je vais un peu loin là dans le truc, mais c'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Donc on va dire un dessin plutôt lumineux en premier plan, donc comme le héros qui est plutôt gentil de prime abord, mais qui cache un véritable monstre. Au Japon, la série se termine en 3 tomes, on les trouve en France au prix de 7,99€ et personnellement je lui mettrai la note de 16,5 sur 20. On change complètement de registre avec la sortie du tome 1 aux éditions Akata de Whispering, les voix du silence pour le titre complet. On va suivre la touchante histoire de la rencontre entre un lycéen et un jeune enfant ayant un pouvoir un petit peu particulier, qui est la capacité de parler avec les animaux et les objets. Alors ça peut peut-être paraître un petit peu bidon comme ça, mais faut savoir que notre héros, quand il était plus jeune, avait lui aussi la même faculté, mais l'a perdu avec le temps. Donc au début il va être réticent à l'idée d'entretenir cette relation avec le petit, parce qu'il se dit ça va ressasser en moi les souvenirs du passé qui sont plutôt douloureux pour lui. Et voilà, donc au début il a pas spécialement envie, mais en fait il trouve la mère du petit archi canon et va du coup au début en tout cas plus ou moins continuer de parler au petit pour plaire à la mère, mais au final c'est une véritable relation d'amitié qui va commencer entre les deux. Et je dois avouer que c'est franchement plaisant à lire. C'est une histoire qui est pas prise de tête, c'est une histoire qui est belle, qui est douce. Ça met du baume au cœur un petit peu de lire cette histoire. Et bon, pour ce qui est du dessin, on est plutôt, je dirais, dans ce qui se fait classiquement dans le shoujo, puisque c'est comme ça qu'on pourrait qualifier l'histoire, je pense. Ça me rappelle fortement les dessins de shoujo que j'ai pu voir au cours des précédentes sorties de la semaine, enfin des 2 semaines précédentes quoi. Donc je vous remontre une planche pour que vous puissiez vous faire un avis. C'est malheureusement déjà terminé au Japon, donc en 6 tomes. C'est disponible en France au prix de 8,05€.
donc 5 centimes. Et personnellement je lui mettrai la note de 16 sur 20 parce que c'est vraiment un excellent moment de lecture. Il y a juste le dessin où je suis pas spécialement fan, mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, donc 16 sur 20, largement mérité. On poursuit ensuite avec la sortie de Game Other Stories. Comme le nom l'indique, c'est un recueil d'histoires courtes qui complète l'univers de la série de base. C'est vraiment intéressant puisque personnellement je n'ai jamais lu la série principale de Gun, mais j'ai quand même pu lire facilement et rentrer facilement dans les histoires. Donc déjà c'est bien la marque des grands, on va dire. Je vais pas vous parler précisément de l'histoire étant donné qu'il y en a plusieurs puisque c'est un recueil. Au niveau du dessin, ça fait plaisir de retrouver un petit peu un look à l'ancienne comme ça. On n'a plus trop l'habitude de ce genre de planche et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. En plus, à la fin du tome, il y a quelques pages où l'auteur se confie sur un épisode de sa vie plutôt douloureux, on va dire, et qui explique comment s'est terminée la série Gun et comment il est venu à faire cette histoire et à faire aussi l'histoire de Ashman. Donc c'était fort intéressant. Comme c'est un recueil d'histoires courtes, c'est un one shot, donc terminé au Japon. On peut les trouver en France au prix de 7,60€ et personnellement, je lui mettrai également la note de 16 sur 20. Ça aurait peut-être mérité plus. Les spécialistes de Gun qui ont lu aussi Game Other Stories, j'attends votre avis là-dessus. Personnellement, c'est assez dur d'être vraiment objectif sur ce recueil puisque je n'ai pas lu la série de base. Mais d'un œil non connaisseur, j'ai vraiment apprécié en tout cas. On enchaîne ensuite avec la sortie d'un manga complètement what the fuck qui est le tome 1 de No Control. Premièrement, ce n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est pour un public assez averti. Il y a des scènes et des paroles qui sont employées qui sont vraiment très crues, mais c'est pas genre dans la violence ou quoi que ce soit. Là c'est plutôt à caractère sexuel. Donc vraiment je vous avertis là-dessus. Si vous l'achetez, ne le passez pas à votre petit frère ou à votre petite soeur de 10 ans, hein. C'est pas pour eux. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures de Akira, donc un jeune lycéen, et de Subaru, cette jeune fille qui est aussi lycéenne. Les deux sont amis d'enfance mais se sont perdus de vue un petit peu plus jeunes quand Subaru est parti dans un pensionnat pour personnes plus ou moins aisées financièrement parlant. Alors dès le début du manga, on apprend que Akira, donc le héros, est amoureux de Subaru, mais qu'il n'ose pas vraiment lui dire étant donné qu'ils sont amis d'enfance et que elle le rejette complètement quand ils sont au lycée. Ce qui le perturbe un petit peu, c'est que quand il l'a connue, quand elle était plus jeune, c'était un garçon manqué, vraiment froid, tout ça. Et une fois qu'elle est passée au lycée, c'était la bimbo, on va dire, c'est la fille que tout le monde aime, considérée comme la plus belle du pays, tout ça, hyper gentille avec tout le monde, sauf avec lui en fait. Elle est gentille avec tout le monde, mais lui, elle le rejette complètement. Elle lui dit mais me parle pas, t'es une merde, tout ça. Et un jour, il va surprendre une conversation entre deux lycéennes qui parlent d'un dieu, d'une divinité, je sais plus lequel c'est, qui exauce un vœu en échange d'une contrepartie. Donc lui au début il trouve ça un petit peu débile, mais finalement il va céder au désespoir et va faire appel à cette divinité. Et contre toute attente, son vœu se réalise et sa meilleure amie sort de sa salle de bain, en fait, sort de sa chambre, directement nue dans la chambre de notre héros. Alors là il comprend pas ce qui se passe. Et c'est là où ça devient what the fuck, c'est que la contrepartie en soi, on pourrait se dire ouais ça va, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça donne lieu à des scènes complètement incroyables. Donc la contrepartie est la suivante: chaque jour pendant 1 heure, Subaru va perdre totalement son self-control. Donc elle qui se contrôle toujours pour avoir une apparence de fille parfaite, de fille magnifique, tout ça, qui est toujours dans le contrôle de soi. Le fait de se relâcher complètement et d'avoir un self-control à 0, ça va vraiment faire des trucs incroyables. Je vous jure que c'est à partir de ce moment-là en fait où le manga devient complètement mais what the fuck. On se dit mais putain, mais c'est quoi ce truc? Chez Delcourt Tonkam, c'est dans la collection Borderline, hein, c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment à la limite du hentai, pour être honnête avec vous. C'est ecchi plus. Que ça soit dans les termes ou dans les actes, on est vraiment à peu de choses du hentai. Comme pour World's End Harem que j'ai déjà pu vous présenter, c'est difficile de faire un meilleur scénario pour pouvoir mettre du fan service à balle. Donc c'est bien trouvé, je salue l'inventivité de l'auteur en tout cas. Mais pour me donner bonne conscience, je vais quand même vous donner 2 morales positives qu'on peut tirer de cette histoire, qui sont qu'il n'y a que en se donnant à fond qu'on peut espérer réaliser nos rêves. Et la deuxième, c'est communiquer sincèrement avec ses parents, ça peut parfois avoir du bon. Après, pour ce qui est de moralement correct dans cette histoire, ça va s'arrêter là je pense. Donc pour ce qui est du dessin, je vous prends une page pas trop osée. Donc en vrai c'est plutôt sympathique, c'est pas non plus encore une fois le dessin du siècle, mais ça reste sympa. Au Japon la série est terminée en 2 tomes, donc c'est super court. On peut les trouver en France au prix de 7,99€. Et pour ce qui est de la note, j'aurais préféré botter en touche. Vraiment, si j'avais pu prendre un joker, j'aurais aimé le prendre sur ce manga parce que sinon je vais vraiment passer pour un pervers. Mais franchement, c'est tellement
décalé, c'est tellement incroyable. En plus j'ai vraiment passé un bon moment pour le coup, donc je lui mettrai un 16,5 sur 20. Je vous le recommande, si vraiment vous voulez passer un bon moment et vous tapez des barres, c'est un manga que je vous recommande. Après, si jamais vous êtes un petit peu plus jeune, je peux pas, moralement je peux pas vous le conseiller, c'est pas possible. Après je sais, je suis pas votre mère ou quoi que ce soit, je suis pas là pour vous faire la morale, mais je me vois mal conseiller ça à un public très jeune. Et pour finir les nouveautés de la semaine, là c'est un manga qui va convenir à tout le monde. C'est donc le tome 1 de Made in Abyss aux éditions Ototo, et mon dieu mais quel chef d'œuvre. N'ayons pas peur d'employer les mots qu'il faut, c'est un chef d'œuvre, vraiment, ou chef d'œuvre. Que ce soit au niveau du scénario qui est prenant, ou que ce soit au niveau du dessin qui est une pépite. J'ai dit sur Twitter que j'avais mis un jour à lire le tome, mais en général je vais mettre entre 45 minutes et 2 heures pour lire un tome. Par exemple les tomes de Death Note, il y a beaucoup à lire, donc ça peut prendre plus de temps. Aux alentours en moyenne 1h15 pour lire un tome. Là, sans vous mentir, j'ai peut-être mis 3h30 ou 4 heures à lire le tome. Non pas que ça soit super dur à lire ou qu'il y ait beaucoup de texte, mais c'est que le dessin, il est tellement beau, je vous jure que en fait entre chaque case, je contemplais la case que je venais de lire pendant peut-être 5 minutes. Ça m'a rarement fait ça, pour être honnête avec vous. Même moi qui suis fan de Inoue, je trouve que les planches de Slam Dunk elles sont magnifiques, tout ça. Même moi qui suis fan, un fan absolu de Takeshi Obata, qui trouve ses dessins absolument somptueux, là on est dans un autre registre et je pense que ça se classe peut-être même tout en haut de ma liste de dessins préférés. Mais matez-moi un petit peu la beauté de ces pages. Ah, attendez, parce que là, en fait, le manga est tellement grand que je vois pas ce que je montre. Regardez-moi comment c'est magnifique. En vrai, je sais pas si on voit bien à la caméra. C'est tellement expressif, c'est tellement beau, c'est tellement innocent. En plus avec les pages un petit peu grisées, enfin un petit peu, les pages grisées tout simplement, et le style, en fait on a l'impression que c'est un immense brouillon en fait, que c'est un immense crayonné pardon. Mais là je dois avouer que j'ai pris une claque, mais un uppercut, genre c'est Mayweather qui me l'a mis celui-là. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures de la petite Riko et de sa bande de copains qui sont aussi des orphelins, donc ça fait 2 mangas autour des orphelins qui sortent en pas longtemps. Hashtag The Promised Neverland aussi. On va dire que c'est un filon qui marche plutôt bien, hein, parce que 2 excellentes histoires, 2 excellents dessins à chaque fois, 2 potentiels énormes succès. Donc la petite Riko et ses potes vivent dans la ville d'Ors, qui est sur la falaise, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui est au bord d'une immense abysse, d'un immense gouffre, qui est un petit peu particulier. En fait à l'intérieur, ils vont y faire plusieurs explorations. Ils vont y trouver des objets en tout genre, différents types d'animaux, de monstres, des paysages complètement incroyables. Le truc c'est que plus on descend profond dans cet abysse, plus le contre-coup de la remontée est important. Donc dans les premiers niveaux, donc enfin au niveau 1, on a juste des petites nausées, des petits vomissements, et plus on descend, plus le choc est important. Par exemple au niveau 6, c'est perte de l'humanité, voire la mort. Et au niveau 7, c'est mort obligatoire. Donc à partir de ce seuil-là, on ne peut plus remonter en fait. Donc je trouve le concept plutôt intéressant. La petite Riko et ses potes sont ce qu'on appelle des sifflets rouges, donc des apprentis caverniers. C'est ceux qui ont le droit de descendre, mais jusqu'au seuil, c'est jusqu'à 350 mètres je crois, sur plus de 20 000 mètres d'abysse, enfin de 20 000 mètres estimés en tout cas. Mais la mère de Riko, elle, était sifflet blanc, donc sifflet blanc c'est les héros, c'est les plus grands explorateurs qui puissent exister. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'abîme, descendre pardon, à la profondeur qu'ils veulent, sachant bien sûr que plus ils descendent bas, moins ils ont de chances de revenir. Et la petite Riko veut partir à la recherche de sa mère dans l'abysse. Donc voilà, ça c'est pour la trame principale de l'histoire. Au Japon, la série n'est pas finie, heureusement, donc c'est en 6 tomes actuellement. En France, on va les trouver, c'est là que ça coince un peu, on va les trouver au prix de 8,99€, donc c'est-à-dire 9€. C'est justifié par le format qui est utilisé pour ce manga, donc je vais vous montrer la différence par exemple avec nos contrôles. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un format... C'est un petit peu un format bâtard en fait, il va vous faire chier sur vos étagères celui-là, hein, parce qu'il va être plus haut, il va être plus long, donc ça va faire complètement disparate quand vous allez le mettre au milieu, je sais pas moi. Si vous le mettez au milieu de cela par exemple, ça va se voir, vous allez pas avoir un truc homogène. Mais après, faut avouer que le fait d'avoir des planches du coup un petit peu plus grandes et un format comme ça rend tellement bien, c'est tellement agréable de lire cette histoire. Je vous jure, j'en redemande. Si je pouvais acheter 100, peut-être pas 100 tomes, ça fait un petit peu marseillais ça quand même, mais si je pouvais acheter tous les tomes de la série là franchement je le ferais juste pour les voir, genre en japonais je pourrais pas les lire mais juste pour les voir. C'est... je vais pas m'en remettre, hein, je vous jure je vais pas m'en remettre du dessin de cette série. Et pour ce qui est de la note, tenez-vous bien, roulement de tambour, tring.
Histoire excellente, dessin sans adjectif assez fort pour le qualifier, je lui mets un 19 sur 20. C'est donc la meilleure note que j'ai pu donner jusqu'à présent dans les nouveautés de la semaine. Devant The Promised Neverland d'ailleurs. C'était donc tout pour les nouveautés de la semaine que je pouvais vous présenter. Passons maintenant à celles que je n'ai pas pu avoir. Et on a eu chez Casterman la sortie du Gourmet Solitaire en édition cartonnée. Et c'est disponible au prix de 27 € je crois. Donc c'est vraiment une édition de luxe. Et ensuite on a eu chez Doki Doki la sortie du tome 1 et 2 de Servamp aux éditions Écrin. Alors c'est chez Doki Doki, ça s'appelait les éditions Écrin. J'ai pas compris en fait ce que c'était concrètement. Je vous le dis parce que c'était sur la liste. Mais j'ai cherché, j'ai rien trouvé à propos de ça. Donc si dans les commentaires vous avez des informations à propos des éditions Écrin et de ce que ça pouvait être, je suis preneur. C'est donc terminé pour les nouveautés de la semaine. Excellente semaine. Je dois avouer que la semaine dernière je vous disais que c'était une petite semaine mais très qualitative. Cette semaine c'est une semaine plus grosse mais très qualitative également et ça fait plaisir. Prenons ce que les dieux du manga nous donnent. On va commencer chez Glénat avec la sortie du tome 4 de l'édition Ultimate de Ranma 1/2. Alors, lors d'un voyage en Chine, Ranma et son père vont être victimes d'une malédiction en tombant dans une rivière. Cette malédiction fait qu'ils se transforment dès qu'ils sont mouillés. Ranma 1/2 c'est vraiment une série, c'est plus qu'un classique on va dire, c'est un incontournable du manga maintenant. Et en plus la réédition est franchement très très jolie. Toujours chez Glénat on a la sortie du tome 4 de Red Dragon. Deux amis d'enfance décident de s'allier afin de prendre le pouvoir en Chine sous la dynastie Qin. Encore chez Glénat on a la sortie du tome 2 de Kedamame. On va suivre les aventures d'un bouffon, Kokemaru. Alors quand je dis bouffon c'est pas que le mec est débile, c'est un bouffon à la cour du roi quoi. Enfin si j'ai bien compris le résumé c'est comme ça. Il s'appelle Kokemaru et c'est en 1246 à l'époque du Japon médiéval. Mais ce bouffon est aussi celui qui se fait appeler l'homme du chaos. C'était compliqué de faire un résumé vraiment bien. Je dois vous avouer qu'avec ce qu'il y avait c'était pas évident. Mais alors là dit comme ça fait vraiment nul à chier. On passe maintenant chez Kurokawa avec la sortie du tome 8 de The Heroic Legend. Ouais c'est ça, The Heroic Legend of Aslan. Qui est donc un manga qui est co-scénarisé et dessiné par Hiromu Arakawa. Qui est la scénariste et dessinatrice de Full Metal Alchemist. Putain j'ai eu un trou incroyable. On va donc suivre les aventures de Arslan, un jeune prince parse, pas super doué qui à l'âge de 14 ans va prendre part à sa première bataille. Mais un jour marqué du sceau de l'infamie, son destin et celui de son royaume vont basculer. Toujours chez Kurokawa, on passe avec la sortie du tome 6 de Mob Psycho 100. C'est l'histoire d'un jeune collégien ayant des pouvoirs psychiques. D'un naturel plutôt calme, il explose complètement quand son seuil de tolérance atteint les 100%. C'est dessiné et scénarisé par One. Donc One c'est le scénariste de One Punch Man et c'est aussi le dessinateur de base. Si vous trouvez que Mob Psycho 100 c'est dégueulasse en termes de qualité graphique, puisque faut avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, et bien dites-vous qu'à la base One Punch Man c'était comme ça, avant d'être redessiné par Yusuke Murata qui est le dessinateur de H.L. 21 au passage. Et la note des lecteurs sur Manga News est de 19 sur 20, donc c'est excellent. Toujours chez Kurokawa on a la sortie du tome 8 de Real Account. Alors, Real Account, aussi appelé REA, est un réseau social complètement omnipotent au Japon. Il rythme la vie d'absolument tous les habitants du pays. On va assister à un survival game entre les 10 000 personnes prises au piège par le réseau. Donc il n'y a pas 10 000 personnes sur le réseau, mais 10 000 personnes vont être prises au piège et vont devoir survivre. Encore chez Kurokawa, on a la sortie du tome 14 des vacances de Jésus et Bouddha. Donc comme le nom l'indique, on va suivre les aventures de ces deux divinités qui vont passer un petit séjour au Japon. Donc ils ont loué un appart sur Tokyo et ils vont donc nous faire part de leurs avis sur la société japonaise et sur la vie sur Terre, et en même temps vont du coup voir comment les humains les représentent on va dire, et c'est plutôt original. On passe maintenant chez Kyun avec la sortie de Haim, Great Priest Imhotep. Donc on va suivre les aventures d'une lycéenne maudite qui dès qu'elle parle fait jaillir des flammes de sa bouche et qui un jour en rentrant chez elle va tomber nez à nez sur un jeune en fuite, sur un jeune en cavale. Sauf qu'il se trouve que ce jeune en cavale n'est ni plus ni moins qu'Imhotep et qu'il s'agit du coup du plus puissant prêtre sorcier de l'Égypte ancienne. Il va s'en suivre une lutte contre les Magai, des créatures maléfiques qui sont réapparues, tout ça, enfin bref, c'est la merde quoi. Toujours chez Kyun, mais du côté seinen cette fois, on a la sortie du tome 3 de King of Eden. On va donc suivre une chasse à l'homme géante à travers tout le globe afin d'y retrouver Taeseyu, un jeune archéologue coréen qui est le principal suspect dans une enquête à propos de plusieurs incendies qui ont eu lieu aux quatre coins de la Terre. Il faut savoir que c'est scénarisé par Takashi Nagasaki. Si jamais le nom vous dit rien, je vais vous donner un petit peu son palmarès
vous allez voir que le type c'est quand même une pointure. C'est donc également l'auteur de Inspecteur Kurokochi et après il est co-scénariste sur la série Master Keaton, Billy Bat et Pluto, donc les séries de Naoki Urasawa. Donc le mec il arrive pas de nulle part quoi. On passe maintenant chez Akata avec la sortie du tome 2 du très attendu, j'ai pu voir, Éclat d'âme. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui souhaite se suicider quand un de ses camarades de classe le surprend en train de regarder un porno gay en classe. Mais au moment de passer à l'acte, il va faire une rencontre qui va complètement changer sa vie. Donc si j'ai bien compris l'histoire, on va y suivre les aventures d'un jeune lycéen homosexuel qui va essayer de s'assumer dans cette société quoi. On passe maintenant chez Kazé avec la sortie du tome 12 de Black Clover, donc pas dessiné par Patrick Sobral cette fois, hein, c'est bien Yuki Tabata qui a fait la couverture. On va donc suivre les aventures d'Asta, un jeune paysan sans pouvoir magique qui souhaite devenir empereur mage, c'est-à-dire le plus puissant magicien du pays. Enfin, celui qui est reconnu comme tel en tout cas. Ses chances d'y parvenir sont quasi nulles, mais sa détermination est vraiment sans faille, et son rival, qui est également son ami d'enfance, est quant à lui considéré comme l'élu, celui qui a le plus de chances de devenir le futur empereur mage. Chez Pika maintenant, on a la sortie du tome 6 de To Your Eternity. On va donc suivre les aventures d'une petite orbe, d'une petite sphère immortelle qui a été envoyée sur Terre, et qui va faire la rencontre de plusieurs personnes plutôt touchantes au cours de son voyage sans fin. C'est le nouveau, il y a 6 tomes hein, maintenant, mais c'est le nouveau manga de Yoshitoki Oima, donc l'auteur de A Silent Voice, qui sera présente d'ailleurs à la Japan Expo cette année. Et elle sera pas toute seule en mangaka, puisqu'il y a aussi Atsushi Okubo, donc l'auteur de Soul Eater et de Fire Force. Chez Delcourt, on a la sortie du tome 2 de Love Under Arrest. 2 ados mineurs, Kako et Mikado, vont aller à une soirée de rencontre avec pour seule consigne de dire qu'elles ont 22 ans. Alors ça me fait plutôt rire pour le coup. Cependant, après avoir passé une soirée merveilleuse avec Kuta, qui a 23 ans, Kako est démasqué et va découvrir que lui est un policier fraîchement diplômé. Le manga est un phénomène au Japon, il a reçu le prix en 2017 du meilleur shoujo et également le prix annuel du meilleur manga, donc rien que ça quand même. Les 5 premiers volumes se sont vendus à 1,2 million d'exemplaires, donc c'est quand même un truc de ouf, et ont dépassé le 2,6 millions d'exemplaires à la sortie du tome 8. Par contre, en France, sur Manga News, le manga est noté 5,5 sur 20. Alors j'ai pas compris ce qui se passe. Je comprends pas comment un manga qui est si populaire au Japon et qui a une telle cote peut avoir une note aussi dégueulasse en France. Alors je l'ai pas lu, c'est vrai, mais je trouve en fait le fossé entre les deux avis mais complètement incroyable. C'est pareil, genre à l'inverse, j'entends tout le temps que du mal de Kiei et sa note est de 16 sur 20 sur Manga News, donc c'est bizarre. Il y a des trucs inexpliqués parfois dans les notes des lecteurs, c'est bizarre. Et donc, la transition, je parlais de Kiei, on y vient. Donc la sortie du tome 3 de Kiei aux éditions Michel Lafon. 2 frères complètement barrés qui vont faire les 400 coups. Le premier est grand, gros et adore martyriser le deuxième, qui est tout maigrichon et qui cherche à se venger de la manière la plus sournoise possible. Donc vous le savez très certainement, mais c'est la série qui... c'est la série qui est faite par le Rire Jaune. On passe maintenant avec les sorties de chez Ototo et on commence par la sortie du tome 5 du deuxième arc de ReZero. Donc le nom complet est ReZero Relife in a Different World from Zero, deuxième arc, une semaine au manoir. C'est donc du coup le dernier tome du deuxième arc de la série. On y retrouve une fois de plus notre héros Subaru Natsuki, mais qui après un séjour passé dans un manoir fastueux le plonge à nouveau dans un cycle mortel, donc sans son pouvoir. Le troisième arc est annoncé en France pour début juillet et il fait 7 tomes je crois actuellement au Japon, c'est le plus long des arcs pour l'instant. On a ensuite toujours chez Ototo la sortie du tome 8 de Bungo Stray Dog. L'agence des détectives armés comporte des membres ayant des pouvoirs particuliers et s'occupe de toutes les missions dont la police ne peut s'occuper, ce qui les confronte souvent à la mafia portuaire, elle aussi composée de membres extraordinaires. Et pour finir les sorties de la semaine que je peux vous présenter, on est toujours chez Ototo et c'est la sortie du tome 4 de Monster Musume. Notre héros est contraint par le gouvernement japonais d'accueillir chez lui une ravissante femme serpent, de tempérament plutôt impulsif et entreprenant. Le héros va vite comprendre à quel point il est compliqué de respecter les 2 règles absolues qui sont violence et rapports sexuels interraciaux interdits. Passons maintenant aux suites que je n'ai pas pu avoir, il y en a eu quelques-unes. Donc on commence chez Glénat avec la sortie du tome 12 de 12 ans, la sortie du tome 15 de Babysitters, la sortie du tome 5 du 3e Gédéon et la sortie du tome 8 des Gouttes de Dieu, le mariage. Ensuite on passe chez
Tonkam et Delcourt Tonkam avec la sortie du tome 12 Deluxe de Hikaru no Go, la sortie du tome 5 de Innocent Rouge et la sortie du tome 3 de Kiss Him Not Me. Et on finit chez Kurokawa avec la sortie du tome 14 de la saison 5 de Hippo. Chez Ototo, il y a eu également la sortie du tome 14 de Fate Zero et la sortie du tome 5 de Alderamin of the Sky. J'ai oublié de tourner le passage où j'annonce les deux mangas, donc je le fais au montage et c'est plutôt pratique. C'est donc tout pour les sorties de la semaine, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.